hein, et euh, ont regardé faire, ont regardé achever ce coup de force constitutionnel. La mise à Tout mort ce de la que nous République. faisons, c'est que ce régime écoute enfin la voix des Togolais, reviennent en arrière et se disent stop, euh, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que le peuple souverain, là, au-dessus duquel nous ne sommes pas, ne veut pas ça. Personne n'est au-dessus du peuple. Personne n'est au-dessus. D'accord. Surtout pas D'accord, un madame. D'accord, régime madame que la le députée. peuple conteste. Merci Alors, beaucoup, et madame ce la n'est pas députée. de Moi, je l'opportunisme voudrais... parce que j'ai lu, j'essaye de lire les Oui. commentaires Non, mais aussi, ne et vous concentrez pas trop. On quelqu'un va pense que relayer c'est les de questions dans les l'opportunisme. Non, commentaires. c'est de la stratégie politique. Ce n'est pas de D'accord. l'opportunisme. Bon. Voilà. On va relayer un peu les questions. Mais c'est vrai que vos réponses ne nous conviennent pas totalement parce Oui. que, voilà, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, vous êtes d'accord qu'il y a une captation de l'État aujourd'hui au Togo, que en 20 ans ou en 30 ans, pardon, de lutte que vous avez menée, il y a eu quand même, on va dire globalement, il y a eu l'échec de la lutte puisque on n'a jamais eu obtenu l'alternance. Puisque au départ, c'est l'alternance, le but initial de la lutte, dès 90 déjà. Donc que depuis 35 ans, on n'a pas eu cette alternance-là. Au contraire, on voit, comment dire, l'état de droit qui s'érode de plus en plus, au point où aujourd'hui, il y a des groupes de personnes qui se sont rassemblés pour modifier, pour changer la Constitution, pour nous faire passer d'une république à une autre, et personne n'a bougé. Au point où nous avons, comment dire, des privatisations frauduleuses de sociétés publiques et personne ne bouge. Quand je dis personne, j'inclus aussi bien les partis politiques et leurs leaders, j'inclus les sociétés civiles, mais également le peuple en tant qu'entité. Nous avons eu une érosion de l'état de droit à tel point qu'on arrête, on emprisonne des personnes, et vous y compris, on vous a même arrêté vous-même. On agresse des politiques, on arrête des gens pour des délits d'opinion. Des gens sont gardés, vous êtes juriste, et des gens sont gardés en prévention, en préventive depuis des années, c'est-à-dire même sans avoir été jugés. C'est-à-dire que, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas vraiment que, au point où nous en sommes, il n'y a plus de possibilité que cet État-là puisse revenir en arrière, comme vous l'avez dit, et revenir à la raison. Parce que nous avons atteint le paroxysme de la violation des droits des citoyens. Nous avons atteint le paroxysme de la mise à mort de la République. Aujourd'hui, au Togo, nous reconnaissons tous qu'il n'y a plus de République en tant que telle, qu'il n'y a plus de République. Donc, moi, la question que je voudrais vous poser pour finir avec ça, c'est que quel consensus vous voulez trouver aujourd'hui en tant que politicien avec d'autres partis politiques? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de consensus autour d'une stratégie unique et de rassembler toutes les stratégies. Mais aujourd'hui, 20 ans ou 35 ans après la lutte, quel encore consensus est-il possible de créer? Moi, personnellement, je ne pense qu'il n'y en a plus. Ou alors, il faut vraiment donner la place au peuple de s'exprimer et confier les rênes de cette lutte-là au peuple. Donc, quelle est la... Voilà. Et je voudrais aussi ajouter qu'aux dernières élections législatives, vous avez remarqué comme moi qu'il y a eu plus de 70% d'abstention. Donc, il y a une vraie perte de confiance du peuple dans la politique, dans la chose publique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire encore au peuple pour regagner sa confiance et surtout le mobiliser derrière des entités qui, en 35 ans, ont prouvé qu'ils n'étaient plus efficaces. Passez-moi le mot. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui de façon
politicienne, voilà, ou juridique pour amener ce pouvoir en art. Parce que nous, on a l'impression que c'est impossible de ramener encore cet État, ce pouvoir en place à la raison. Et que la seule solution aujourd'hui, c'est un soulèvement du peuple. Maintenant, on comprend que vous, en tant que responsable politique, c'est les tests qui le disent. Ce n'est pas Djitri ou Milawe qui le disent, mais les tests vous interdisent à vous d'appeler à la révolution. On le sait. Le test vous interdit à vous d'appeler à l'insurrection. D'accord. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on est arrivé à la limite de tous les moyens qu'on peut exercer, toutes les pressions qu'on peut exercer sur ce pouvoir pour le faire changer de façon légale ou bien de façon juridique ou de façon, comment dire, la plus propre possible. Est-ce que vous reconnaissez cela? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'échec de la lutte. Permettez-moi de relativiser cette expression-là et de voir les choses autrement. Moi, je vois la lutte comme une continuité. Et on ne peut pas encore parler d'échec. À la limite, on peut interroger les stratégies que nous avons utilisées jusque-là et se demander comment les améliorer pour que la lutte se poursuive et soit plus efficace. Parce que il ne faut pas forcément penser qu'une dictature, on la chasse en 1 an ou 2 ans. Ça peut prendre du temps. Le fait que notre lutte soit longue ne doit pas non seulement nous décourager, mais doit nous amener à tirer leçon à des étapes précises, tirer leçon de nos expériences. C'est pour ça que moi je voudrais positiver en ne parlant pas encore d'échec de la lutte, dans la mesure où nous sommes encore dans la lutte et nous croyons encore en cette lutte-là. C'est le peuple qui aura le dernier mot. C'est le peuple qui aura raison. Tant que nous restons déterminés, que nous évaluons nos stratégies, que nous les réajustons, le peuple aura le dernier mot. Est-ce qu'il y a la possibilité que ceux qui nous gouvernent là, par la force, reviennent à la raison? Moi, je voulais vous faire observer que, par exemple, au début des années 90, si on a pu faire revenir à la raison, faire plier le général Eyadema, c'est que on a utilisé à la fois la négociation, mais aussi la rue. C'est les meilleures conditions pour pouvoir faire revenir à la raison un régime. Maintenant, s'il ne veut pas revenir à la raison, mais il aura ce qu'il voudra et ce qu'il voudra. Ça veut dire qu'il aura choisi que ce soit la rue qui prenne le dessus sans le contrôle des politiques. Donc, je voudrais que nous apprenions aussi un peu de notre passé en nous disant, oui, aujourd'hui, on est arrivé, comme vous l'avez décrit, à un stade où tout est en déliquescence. Le peu d'acquis que nous avions, que nous croyions avoir, eh bien, ça a été récupéré. On ne comprend même pas comment le pays arrive encore à fonctionner. Mais les leçons qu'on doit en tirer, oui, c'est que les populations doivent prendre leurs responsabilités. Il faut une lutte citoyenne. Et le régime l'a si bien compris que, eh bien, il a anticipé en verrouillant les choses, en empêchant toute possibilité de rassemblement.
Mais permettez-moi, pendant que je répondais là, il y a quelque chose qu'il faut que je dise avant que ça ne m'échappe, au sujet des élections. Si ce que nous faisons jusqu'à présent était totalement inutile, pourquoi est-ce que le régime aurait senti ce besoin-là de faire ce coup d'État constitutionnel qui l'amène à supprimer carrément les élections présidentielles? C'est parce qu'il sait que les dernières élections présidentielles ont failli lui porter un coup fatal en 2020. Et nous avons résisté. Et la contestation à partir de maintenant, la manière dont nous avons résisté jusqu'à maintenant au dernier coup électoral a affaibli ce régime. Quoi qu'on dise, tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'a aucune légitimité, qu'il est là, il s'est maintenu par la force, il n'a pas gagné les élections. Au point où il se dit, ça va être difficile hein, de refaire le même coup. Hein. Et c'est ce qui a expliqué qu'il est pensé de manière simpliste, qu'il suffit de supprimer l'élection du président de la République par les Togolais. C'est aussi ça qui lui a fait penser que le référendum qui est prévu dans la Constitution pour pouvoir opérer le changement qu'ils veulent faire sur l'élection et qui touche à l'élection du président de la République, eh bien, c'est aussi ça, c'est cette peur-là qui les a amenés à dire on ne fera pas de référendum. Maintenant, c'est à nous d'en tirer la leçon pour dire ce que vous ne vouliez pas. La résistance du peuple, on va la construire. Mais construire la résistance du peuple ne peut de grâce pas amener à avoir une position de principe qui dit les élections, on laisse de côté. Dans la mesure où ça peut nous offrir des opportunités aussi pour une résistance plus forte. Ça peut nous offrir des positions que nous utilisons comme des bastions du combat que nous menons. Maintenant, pour la question du consensus politique, j'ai parlé de consensus qu'on peut remplacer par un nouveau contrat social au terme de notre lutte, parce que de toute façon, il faut en arriver à ça. Il y avait un contrat social au terme de la lutte, madame. Au terme de la lutte. J'ai parlé de ça aussi. Voilà. Donc le ça, c'est entre tous les Togolais. N'est plus possible. Voilà. Donc vous reconnaissez que le consensus à l'heure actuelle entre les politiciens de tous bords n'est plus non, possible. Voilà. Le consensus qu'on peut essayer de bâtir aussi, c'est un consensus uniquement entre les forces du changement pour nous mettre d'accord sur les stratégies à utiliser. Maintenant, si en maniant la force du peuple et en même temps la discussion avec le régime, eh bien, ça peut nous conduire, comme on l'a fait au début des années 90, à signer un accord et à tirer des leçons de ce qui n'avait pas marché pour que cette fois-ci, cet accord-là marche. Moi, je ne l'exclus pas totalement. Maintenant, à part ça, il y a le fait où si ça ne marche pas, eh bien, ça veut dire que le régime aura choisi que ce soit la rue qui le chasse. D'accord, madame. Et ce ne sera pas nous. J'entends un peu votre raisonnement. J'entends votre raisonnement. C'est-à-dire que c'est un peu la stratégie pas du moins pire,
mais c'est la stratégie d'essayer de faire en sorte que on essaie encore une dernière fois, et cette fois-ci, si ça ne marche pas, ben, ça sera la porte, bon, comment ça s'appelle, ce sera, la foudre va se déchaîner contre ce régime. Oui, Je mais le comprends. faisons en sorte que ça se déchaîne. Si ça ne marche pas aussitôt après, Hein, faisons en sorte que ça se d'accord, déchaîne. d'accord. Donc, mais ça, c'est votre position. Mais est-ce que vous comprenez aussi certains, beaucoup hein, de nos compatriotes qui sont en train de se dire que on n'a plus besoin de passer par cette étape-là pour que ça se déchaîne. Est-ce que vous comprenez ça aussi? Je les Vous comprends l'entendez tout ça? à fait. Je les D'accord. comprends tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est important que nous dialoguions pour nous entendre sur quelque chose, sur comment articuler les différentes stratégies de lutte qui s'offrent à nous, en ayant conscience des faiblesses et des avantages des unes et des autres. C'est important que nous nous D'accord. parlions. Et c'est l'intérêt que je trouve, le très grand intérêt, hein, et la motivation hein, personnelle que j'ai à discuter avec vous aujourd'hui. Parce que je considère, et je l'ai dit, vous avez atteint un niveau de prise de conscience qui fait de vous des éclaireurs et Merci. qui vous impute une certaine responsabilité pour que nous gagnions la lutte collective. Et cette responsabilité-là, c'est de voir, ça devrait nous amener aussi à nous interroger sur les 70% d'abstention aux dernières législatives là. Oui, comment on en est arrivé à ça? Parce que la plupart des Togolais sentent confusément des choses. Mais est-ce qu'on les a aidés à construire de manière logique et réfléchie ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser autrement les 70% d'abstention là pour faire en sorte que, à l'occasion de ces élections législatives passées, hein, qu'on puisse se débarrasser définitivement de ce régime comme nous le souhaitons? C'est là où nous devons nous parler et continuer à nous parler jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose qui permette à chacun de jouer sa partition, de faire sa part. D'accord, d'accord, madame. Mais vous comprenez aussi que certains de nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes nous disent que en termes de dialogue, il y a eu plusieurs dialogues avec ce pouvoir qui n'ont pas été fructueux, qui n'ont pas porté leurs fruits. D'accord? Et j'espère que vous le compreniez ça, que aujourd'hui, il est impossible pour un Togolais conscient de parler encore de dialogue avec ce pouvoir. À la rigueur, on peut parler de dialogue au sein des mouvements de l'opposition, c'est-à-dire peut-être les mouvements traditionnels, les partis politiques traditionnels et les mouvements qui se créent, qui sont en train de naître là. Entre parenthèses, je ne vais pas faire la publicité pour notre mouvement, c'est le Train de la Liberté que vous connaissez très bien, et qui donne la parole au peuple, qui est dirigé par donc, deux leaders assez charismatiques, M. Marc Nda et M. Légende de la diaspora. Je ne me permets pas de donner son nom à l'état civil, mais est-ce que vous croyez, vous, au fond de vous, qu'un énième dialogue, je ne sais pas, un dialogue avec ce gouvernement peut encore donner quelque chose? Je comprends votre position, qui est un peu dans la dilemme. Vous êtes un peu dans le dilemme stratégique. Je conçois que vous ne pouvez pas, vous, en tant que leader politique, en tant que député qui plus est, appeler à la révolution, à une insurrection, à la révolution populaire, à un soulèvement populaire, parce que c'est contre l'ordre public. Mais comprenez-vous les compatriotes qui nous disent qu'aucun dialogue avec ce pouvoir en place n'est plus possible aujourd'hui?
Je les comprends, mais de la place où je suis là, dans ma position, je voudrais les emmener à plutôt se poser la question de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles le dialogue peut réussir. Et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de ce que nous avons obtenu au début des années 90. Et j'ai observé que à chaque fois, les négociateurs, bon, certains sont encore en vie aujourd'hui, même si nous en avons perdu beaucoup, mais quand le rapport de force est établi en faveur du peuple, quand le peuple dans la rue arrive à s'imposer au point où il fait plier l'adversaire commun, eh bien, l'une des leçons qu'il faut tirer aussi, c'est que il ne faut pas que cette pression baisse jusqu'à ce que on ait obtenu ce qu'on veut pour que, eh bien, le changement que le peuple souhaite puisse arriver. Imaginez un instant dans la situation actuelle de la Turquie. Les gens qui sont dans la rue veulent le départ du régime actuel. Mais si la pression se maintient, on peut penser que il puisse arriver un moment où le régime est compris et a besoin de négocier, ne serait-ce que pour que sa sortie ne lui soit pas totalement préjudiciable, pour prendre quelques garanties et libérer le peuple. Vous pensez que on ne le ferait pas dans ces conditions-là? Mais les conditions sont réunies pour que les négociations soient en faveur du peuple. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Il y a des logiques, il y a la logique citoyenne qu'il faut utiliser à fond, tout en n'oubliant pas que nous sommes aussi dans un domaine éminemment politique et que on ne peut pas bannir un dialogue qui soit un véritable dialogue, mais un dialogue qui soit d'égal à égal, hein, et qui permette vraiment qu'on fasse prévaloir la volonté souveraine du peuple. En fait, sans tête, on va y arriver. Le peuple y arrive. Un peuple qui est déterminé, on ne peut pas l'empêcher. Voilà, choisir c'est un grand mot. Hein? Il n'aura plus le choix, vous voulez dire. C'est qu'il n'aura plus le choix. Ouais, voilà. Implicitement, il aura voulu. Voilà. Il aura voulu. Voilà, implicitement, voilà. Il aura voulu. Voilà. Mais en tout cas, on entend votre position, mais on va évoluer. Mais ce que moi je retiens surtout, c'est que vous appelez le peuple à prendre sa responsabilité. Absolument, absolument. Voilà. Et continuer à travailler, chacun dans sa position. Et bravo pour ce que vous faites dans ce sens. Parfait. Mais merci. Un peu de discernement pour ne pas affaiblir ceux qui sont des alliés objectifs. Voilà. D'accord, des alliés objectifs. Voilà. Un peu de discernement pour ne pas affaiblir ceux qui sont des alliés objectifs. Oui. Vraiment, merci pour cette phrase. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes qui sont dans cette lutte-là. Là, je pense que vous avez résumé à peu naturel. près votre... Je dirais plutôt allié naturel. Objectif, ça pourrait aussi être interprété. Convient, objectif aussi convient. Naturel aussi. Naturel aussi et objectif. Moi, je pense que les deux conviennent parfaitement. Mais on va avancer un peu. C'est un débat qui est sans fin, mais on va avancer un peu. Mais on comprend votre position et on sait surtout que vous appelez le peuple à prendre ses responsabilités. Maintenant, moi, je voudrais, aborder avec vous quelques éléments en tant que financier. D'accord?
vous avez dû lire, je ne sais pas moi, dû voir les sorties récentes sur la dette du pays. Nous avons une dette à ce jour de plus de 4 000 milliards de francs CFA aujourd'hui. Et ça, c'était au mois de septembre. À fin septembre, on était à 4 069 milliards de francs CFA de dette. Les documents officiels sont là. Et nous avons ici sur ce panel, nous faisons une sorte de veille. Et nous avons vu que sur les marchés financiers, il y a eu 323 milliards de francs CFA de dettes qui se sont accumulés depuis le 1er janvier 2025. Voilà. Nous voulons savoir, vous qui êtes député, est-ce que, parce que votre rôle aussi c'est le contrôle de l'action de l'État, est-ce que vous êtes dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales pour suivre la gestion de cette dette et savoir au minimum qu'est-ce qui a été fait en 20 ans avec cette dette? Parce qu'il faut rappeler que quand le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, la dette du Togo était à un peu moins de 1000 milliards. Et qu'au bout de 20 ans de sa gouvernance, on a multiplié cette dette par 4. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on multipliait cette dette par 100%. Quoi. Donc aujourd'hui, on est passé de 1000 milliards il y a 20 ans à 4000 milliards. Donc on a multiplié la dette par 4. On n'a pas eu 4 fois plus d'universités, on n'a pas eu 4 fois plus d'hôpitaux, on n'a pas eu 4 fois plus de routes, on n'a pas eu 4 fois plus de laboratoires scientifiques, on n'a pas eu 4 fois plus d'écoles de formation professionnelle ou au métier industriel. Donc qu'est-ce qui peut expliquer l'aggravation de cette dette publique? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais ajouter au constat que vous avez fait, je voudrais vous rappeler qu'on est même passé par l'initiative PPTE, hein, pays très pauvres, pays pauvres et très endettés. Vous vous souvenez? Très endettés, exactement. Oui, mais tout ça, ça n'a servi absolument à rien. Ça n'a pas empêché la dette de remonter très rapidement. Et les fonds qu'on était censés utiliser pour développer les pays, là, les pays qui bénéficient de cette initiative, comment ça nous a servi? À quoi ça nous a servi? C'est un problème que j'ai posé pendant l'analyse du budget 2025, là, au cours de la dernière session de l'année dernière. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons refusé de voter ce budget. On a voté contre le budget. Et si vous vous souvenez, on avait même organisé déjà une conférence de presse en début janvier où Exactement. on a rendu compte de toute cette session budgétaire-là. On a souligné les anomalies. Je pense que notre problème, c'est l'opacité, c'est la mauvaise gestion, c'est la corruption. Oui, comme vous, j'ai constaté aussi que depuis janvier, mais on n'arrête pas de nous endetter encore. Et ce problème, cette question-là, je l'ai posée à Madame le Premier ministre quand elle est venue au Parlement chercher le quitus. Je lui avais dit, mais vous avez fait un bilan de la gestion, vous évoquez des perspectives très reluisantes. À vous entendre, c'est la même chose. Hein? Parce que quand vous les entendez parler, vous avez